You imagine? J'interviewe les personnes qui sont intéressées par un monde sans argent, il fallait aussi que je présente mes idées. Voici donc ma self-interview. Alors, depuis quand réfléchis-tu à un monde sans argent? Environ depuis 2010, j'ai réalisé en fait que l'argent était à la base de l'ensemble des problèmes de notre planète et qu'il était possible de vivre d'une manière collaborative ou participative ou distributive entre nous. Et donc, ma question, ça a été dans quelque sorte d'être l'avocat du diable, de me dire, mais en quoi un monde sans argent n'est pas possible? Et donc, j'ai cherché pendant des années, à partir de 2010, les raisons de l'impossibilité ou de l'utopie d'un monde sans argent pour me rendre compte qu'en fait, il était complètement réalisable. Fais-tu partie d'un mouvement et as-tu écrit un livre? Je fais partie de plusieurs mouvements, comme le mouvement Mosika, le mouvement CSA, Civilisation sans argent, et j'ai écrit un livre qui s'intitule La dernière conquête, prémisse d'un monde sans argent. Pourquoi changer de modèle économique? Quand on comprend comment on vit dans une société sans argent, vivre dans une société monétaire n'a plus aucun sens. Parce que notre société actuelle, capitaliste, est vecteur de stress, d'inégalité, et l'ensemble des problèmes environnementaux actuels sont irrésolubles dans une société monétaire. hein. Actuellement, 30% des ressources mondiales ont été gaspillées en 30 ans. On ne peut plus les produire. 90% des réserves maritimes de poissons sont terminées. Il nous faut sortir de ce modèle de croissance capitaliste pour créer enfin un monde meilleur. Actuellement, les 10 personnes les plus riches au monde ont autant d'argent que 4 milliards de personnes les plus pauvres. C'est profondément scandaleux. Et une société sans argent, c'est passer à un autre paradigme qui est celui d'une société de partage, une société fraternelle, d'égalité et de participation. Un deuxième point aussi, c'est l'argent dette, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes de l'argent, à savoir que les banques sont des organismes privés qui ont le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien. Voilà. L'argent qui est en circulation, qu'on touche, qu'on s'échange, correspond aux intérêts de la dette. Et ça, la plupart des gens n'ont pas compris, en fait, le système de l'argent, le système monétaire. Donc on se rend compte que l'argent est omniprésent dans notre société actuelle et qu'il est vecteur de stress, d'insécurité, et évidemment de survie dans les sociétés en voie de développement. Et si l'argent a été nécessaire comme mode d'échange et d'organisation dans les sociétés précédentes et encore actuelles, il est devenu obsolète quand on comprend comment on vit dans une société sans argent. Un monde sans argent éliminerait la pauvreté, l'injustice, la corruption, les guerres, les problèmes environnementaux et bien d'autres maux. Quels sont les facteurs qui te touchent le plus? La faim dans le monde me révolte profondément. Les guerres qui profitent aux lobbies industriels me révoltent aussi grandement. Et enfin, les problèmes environnementaux et surtout la condition animale, quand je vois comment les animaux sont traités dans le monde entier. Je suis par ailleurs végétarien depuis 30 ans et donc je suis en cohérence avec l'idée qu'il est possible de sortir de ce mode de vie animal pour passer à un mode de vie différent. Quelles sont les réactions des gens quand tu leur parles d'un monde sans argent? Alors quand je parle autour de moi d'une société sans argent, j'ai plusieurs réactions. La première, c'est un étonnement. Les gens n'y ont jamais pensé. Voilà, donc ils essayent de mettre cette nouveauté, d'avoir quelque chose à répondre, en quelque sorte. Donc ils cherchent dans leur tiroir une réponse, ils n'ont rien, la plupart du temps, ils n'y ont jamais pensé, donc ils vont sortir une phrase toute faite, oui, mais c'est utopique. Voilà, ils attendent de voir un petit peu ce que je dis pour avoir une réponse. Ils sont surpris, les gens. Voilà un petit peu les réactions que les gens ont autour de moi. Comment vivent concrètement les gens dans le monde que tu conçois? Alors ma vision se base sur les 7 besoins primaires, c'est-à-dire que je considère qu'une société est adulte et responsable si elle permet à chaque individu d'avoir un logement confortable et interchangeable, une alimentation saine, une éducation qui favorise les compétences et l'épanouissement, l'accès à des soins de santé innovants et performants, l'accès à l'ensemble des biens utiles à son quotidien, l'accès à l'ensemble des loisirs qui lui permettent d'être heureux, et enfin l'accès à la sécurité et à une fin de vie
dans les meilleures conditions. Voilà ce qu'une société juste doit pouvoir offrir gratuitement à chacun de ses citoyens, hein. En échange de quoi les citoyens pourront participer, contribuer quelques heures par jour pour que ces 7 besoins soient rendus gratuits pour tout le monde. C'est-à-dire que la production, le travail ou la contribution de chacun sera axé sur ces 7 besoins pour que ces 7 besoins, un logement, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'accès aux biens, l'accès aux loisirs et la sécurité et une fin de vie dans les meilleures conditions, soient rendus gratuits. Voilà ma vision euh, de l'organisation d'une société sans argent. Comment s'organise la politique commune? Y a-t-il encore des présidents, des assemblées nationales, régionales, locales? Alors, il y a évidemment plus de présidents, hein. Le président, c'est le père de la nation, c'est le dominant, en quelque sorte. On sort de ce système, hein. Un monde sans argent, c'est une société en cercle où chacun contribue pour tout le monde. Ce n'est plus une société pyramidale animale, hein. Donc, l'ensemble des décisions au niveau national seront prises par référendum. Simplement, on pourra cocher des questions sur nos téléphones pour répondre. Il y aura énormément de sujets qui seront discutés sur des chaînes de télévision pour toujours favoriser l'épanouissement de tous et surtout simplement que les 7 besoins soient accordés gratuitement à tous et que chacun puisse s'épanouir et être heureux, hein, dans le respect évidemment de l'environnement et du bien-être tout simplement, hein. Les gens ne travailleront que quelques heures par jour, admettons 4 heures par jour, donc tout ça est à discuter évidemment ensemble, 4 heures par jour, le matin ou l'après-midi, donc les gens auront du temps pour eux, pour passer en famille, pour partir en vacances. Certaines personnes voudront travailler 8 heures pendant une semaine pour avoir la semaine suivante de libre. Tout sera modulable en fonction des besoins du collectif, hein. Donc, par rapport à cette idée de politique, les grandes décisions seront prises par référendum au niveau national. D'autres décisions par rapport à l'autonomie de la production, notamment des biens alimentaires, seront prises au niveau régional. Et enfin, il y aura les décisions qui seront prises au niveau local, sachant qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de profit, il n'y a plus de lobby. Tout ça explose dans une société amonétaire. Ben, les décisions peuvent être prises dans le bien commun pour tous de la manière la plus simple et qui convienne à tous. Comment s'organise l'accès au logement? Y a-t-il encore des propriétaires? Et qu'en est-il de l'héritage? Alors, dans nos sociétés actuelles, les gens sont locataires et enfin, ils vont devenir propriétaires grâce à un crédit qu'ils sont tenus de payer pendant 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'ils sont tenus pendant 20 ou 30 ans à vivre dans le même lieu, en quelque sorte. Et s'ils perdent leur emploi, ils ne pourront plus payer le crédit. Donc, on se rend compte que le système monétaire amène à la sédentarité et au stress tenu à ne plus payer leur crédit. Évidemment, dans une société sans argent, tout ça saute, puisque les gens ont accès à un logement gratuit d'une manière obligatoire. C'est un des droits des citoyens. Ce sont les 7 besoins primaires que chaque citoyen dispose. Et donc, chaque personne aura une application, hein, sur laquelle ils pourront choisir le logement qui leur convient dans la région qu'ils souhaitent visiter à tout moment de leur vie. Voilà. Donc, les logements fonctionneront un petit peu comme Airbnb ou Booking.com. Les gens pourront choisir le type de logement qui leur convient. Évidemment, la taille des logements et leur localisation sera en fonction qu'une personne soit célibataire, en couple ou avec des enfants, évidemment, en fonction de la taille des logements. Mais les gens pourront donc choisir, admettons qu'une personne célibataire pourra choisir d'aller dans telle région, dans telle localité, il pourra avoir accès à tous les logements qui seront libres au moment en temps réel où il se libère et choisir le type de logement moderne, un petit peu classique, qu'il désire et être en liste d'attente en quelque sorte. Et ces logements seront entièrement meublés, hein. Les personnes n'iront pas acheter leur télé, acheter qui tomberont en panne. Tous les logements seront entièrement meublés. Il y aura absolument tout ce qu'on a besoin qui sera produit à travers les 7 besoins fondamentaux, 7 besoins primaires. Et si une personne, admettons une télévision ou un grille-pain qui tombe en panne, il aura simplement à l'amener dans un centre technique
où quelqu'un l'échangera et le réparera d'une manière la plus simple. Donc on voit que le logement n'est plus une source de stress et surtout que les personnes vont pouvoir partir à la découverte de régions, auront cette liberté géniale de pouvoir le faire. Comment s'organise la production alimentaire et l'accès à l'alimentation? Alors la production alimentaire sera évidemment biologique et le plus local possible, sachant que l'idéal soit que chaque région, admettons la région Rhône-Alpes ou Aquitaine, soit entièrement autonome au niveau de sa production alimentaire. Hein. Ensuite, la production sera distribuée à travers des supérettes de quartier. Il suffira à pied de se fournir dans le centre alimentaire le plus proche de chez nous pour nous fournir en tomates et en tout ce qu'on a besoin. Donc les gens pourront, au niveau de leur application, au niveau du centre alimentaire, faire des demandes pour que chacun trouve ce qu'il a besoin. On n'a pas besoin d'avoir 50 marques de yaourts différentes qui se font la concurrence entre elles. La production alimentaire fournira tout ce que les gens ont besoin dans la variété qui est utile, dans la manière la plus biologique et en respect de l'environnement possible. Il n'y aura évidemment plus de plastique. Hein, les gens pourront apporter des bocaux, comme ça se fait déjà dans des magasins biologiques. Certaines personnes pourront contribuer en amenant au plus près des résidences, au plus près pour éviter des déplacements. Donc tout ça, évidemment, est à définir ensemble dans le respect de l'environnement et de façon la plus locale et biologique possible. Alors l'éducation, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup, hein, le plus. Ma vision de l'éducation, se base sur les 7 besoins primaires, hein. C'est-à-dire qu'en fin de scolarité et pendant la scolarité, chaque élève aura un passeport en quelque sorte correspondant aux 7 besoins primaires. À partir de l'école primaire, les personnes commencent à acquérir des points de compétences, des niveaux de compétences dans chacun des 7 besoins primaires. Ils acquéreront des niveaux de compétences sur le logement, par exemple, en apprenant l'historique et l'histoire du logement. Donc, ils auront des intervenants qui viendront de l'extérieur dans la classe pour leur expliquer aux enfants comment on construit, par exemple, une cabane, une maison, les fondations, les bases, l'évolution de la construction des logements à travers l'histoire de l'humanité. Hein. Il faut savoir que les enfants, eux, très très jeunes, ils passent par ça. Hein. Ils aiment avoir la main dans la terre, ils font des pâtés, ils font des maisons, ils font des cabanes plus tard. C'est un besoin vital qui est relatif à l'évolution humaine. Hein. L'évolution humaine, c'est pas d'être assis 8 heures par jour à répéter ce qu'on nous demande de répéter sans avoir le droit de parler à nos voisins simplement pendant 15 minutes pendant la récréation. C'est évidemment complètement aberrant. Tout ça saute dans une société sans argent. Hein, il y aura des intervenants qui viendront intéresser, apporter, expliquer comment les besoins de la communauté au niveau du logement, de la construction, de l'électricité, appeler à des compétences au niveau de l'alimentation, comment on plante, comment on fait du feu, comment la plupart des gens n'ont jamais planté quoi que ce soit dans notre société actuelle qui vit hors sol en quelque sorte au niveau de la production de biens, de l'ébénisterie, de faire des cuisines, de fabriquer des objets, de fabriquer du verre. La plupart d'entre nous n'ont jamais rien produit, encore une fois de plus, de nos gens. Hein, si je demande aux gens comment on change une douille électrique, s'il y a un problème, la plupart des gens ne le savent pas. Comment on construit, par exemple, un objet en plastique, comment est fabriqué le plastique. La plupart des gens ne le savent pas. Comment se fabrique du verre à partir du sable. Les gens ne savent pas. Même un miroir, par exemple, si on demande à quelqu'un comment est fabriqué un miroir, les gens ne le savent pas. Donc tout ça sera appris à l'école. Il y a toute une partie théorique avec l'histoire, la géographie, la biologie, les mathématiques, évidemment, mais il y aura aussi toute une partie pratique pour que les gens s'épanouissent à travers la dimension pratique et surtout à travers l'acquisition de niveaux de compétences à travers les 7 besoins primaires. Voilà, donc chaque personne, admettons à 18 ans, se retrouvera avec un passeport de compétences au niveau des 7 besoins et pourra
à n'importe quel moment de sa vie, vouloir développer euh, et acquérir d'autres niveaux de compétences. Ce qui veut dire qu'au niveau du travail, quand une commune a besoin, admettons, d'un dentiste ou a besoin de constructeurs, de personnes pour aider à la construction de nouveaux logements, ben, la commune fera appel à travers une application pour dire en ce moment, on recherche tant de personnes avec tel niveau de compétence. Il y aura des appels d'offres, hein, et les personnes pourront contribuer en fonction des besoins de la collectivité, où que ce soit, hein. Par rapport à un travail comme dentiste, par exemple, hein, un travail qui est bien payé actuellement de nos jours, et heureusement, parce que passer toutes ces journées dans la bouche de ses patients, franchement, c'est pas vraiment agréable. Moi, j'ai des amis qui sont dentistes, ils aiment partir dans la nature, ils font ce travail parce qu'il faut qu'ils payent leurs charges, mais s'ils pouvaient travailler en tant que dentiste que 3 mois dans l'année, ils, ils le feraient. Et ils pourront le faire dans une société sans argent, hein. Quelqu'un pourra être dentiste, acquérir un niveau de compétence, admettons, de chirurgien dentiste de 9 ou 10, mais certaines personnes pourront être assistants dentaires, simplement faire des détartrages, hein. Il ne faut pas être chirurgien dentiste pour simplement nettoyer les dents, hein. Donc les dentistes n'auront plus à faire tout ça, hein. Ils n'auront plus à faire ces travaux. Ils feront que des certains types de travaux, comme des implants, qui demandent une spécialisation. Faire une carie et ensuite faire un filling, ça ne demande pas un très très grand niveau non plus. Donc les gens seront spécialisés et pourront travailler que quelques heures par jour. Et surtout, ça ne sera plus des dentistes qui ont ces charges de travailler 12 mois par an pour payer leur crédit, pour payer leurs charges sociales. Tout ça saute. Certaines personnes pourront être dentistes 2 mois par an et les 2 autres mois pourront faire d'autres choses. Certaines personnes pourront, au niveau de leur contribution et en fonction de leur niveau de compétence qu'ils auront acquis pendant leur scolarité, mais toute leur vie, pourront travailler, et c'est ça que je trouve génial dans un monde sans argent, moi qui ai beaucoup réfléchi à comment s'organise d'une manière concrète une société sans argent, hein, pour qui amène de la liberté pour tous. Ce que je trouve génial, c'est qu'une personne pourra tout à fait, par exemple, lundi matin et mardi matin, aider à la construction, 4 heures par jour, ou 6 ou 8 s'il aime ce qu'il fait. Parce qu'une fois de plus, le travail ou la contribution est vecteur de lien social, de rencontre, sachant qu'à midi, on va tous manger ensemble dans des restaurants, des lieux d'alimentaire qui sont évidemment gratuits, où chacun pourra participer. Donc c'est vraiment un vecteur de lien social. Mais admettons, une personne pourra le lundi et le mardi faire tel travail le matin. Le mercredi après-midi, il peut tout à fait aider dans un centre sportif pour aider des jeunes. Admettons qu'une personne aime le sport, le tennis ou le football. Il pourra tout à fait contribuer 4 heures le mercredi après-midi. Et le jeudi, il peut tout à fait être prof de français dans une école. Et le vendredi matin, faire tout à fait autre chose et garder le samedi et le dimanche de libre. Et la semaine d'après, il suffit simplement avec une application de répondre aux besoins de la collectivité. C'est très très facile de le faire, ou à la semaine, ou au mois, ou tous les 2 mois. Tout ça est modulable et il suffit de le faire ensemble. Donc les gens auront une multi-activité. On rentrera dans la polyactivité. On ne sera plus, pendant 40 ans, tenu à faire plus ou moins le même travail avec l'espoir de monter, gagner plus d'argent, à vivre avec des collègues, la plupart du temps, avec parfois on ne s'entend pas très bien, hein. Le monde du travail actuel est vecteur de stress, est vecteur de névrose sociale parce qu'il est sédentaire. Donc tout ça saute évidemment dans une société sans argent. Comment s'organisent les loisirs et les vacances? Alors évidemment, les gens ont énormément de temps de libre dans une société sans argent. Je pense que 4 heures par jour, c'est très très bien. Ça permet un bon équilibre pour le collectif et pour le personnel, hein. Donc des familles, un couple peut tout à fait choisir de travailler que le matin pour avoir leurs après-midi ensemble, pour partir faire des balades avec des amis l'après-midi, par exemple, hein. Et la semaine d'après, ils peuvent tout à fait travailler l'après-midi pour que des gens fassent un roulement le matin, hein. Il y a des gens qui sont plus du matin, il y a des gens qui sont plus de l'après-midi, hein. Pourquoi donc travailler tous de 8 heures à 5 heures, sachant que ça va évidemment créer des bouchons un petit peu partout? Ça n'a pas de sens.
Dans un monde sans argent, on va pouvoir moduler en fonction de la collectivité, et faire des systèmes de roulement. Donc, par rapport aux loisirs, eh ben, on a accès à tout gratuitement. On pourra faire des terrains de tennis, tout un tas d'activités. Certaines personnes pourront profiter pour proposer des stages de yoga. Absolument tout sera gratuit. Il suffit simplement de proposer des activités hebdomadairement et pour que les gens s'inscrivent, c'est vraiment au plus simple possible. Et par rapport aux vacances, eh ben, là aussi, c'est à définir ensemble, hein. Je pense que si les gens travaillent que 4 heures par jour ou 8 heures par jour pendant une semaine pour avoir la semaine d'après de libre, est-ce qu'on a vraiment besoin de vacances? Ben, je pense aussi, parce que ça permettra de partir avec nos enfants dans des régions, d'aller retrouver des amis, pour participer même localement, si on a envie, hein. Donc, on peut partir peut-être sur une base d'un mois de vacances par an. Tout ça est à voir tous ensemble, mais évidemment, il y aura des vacances et donc il y aura des lieux, il y aura des logements, il y aura des hôtels qui seront ouverts à tous, qui seront tenus par des gens qui s'occuperont de ça dans le cadre de leur contribution au collectif pour le besoin fondamental ou primaire qui est celui du loisir et des vacances. Comment s'organise la vie pour les personnes âgées et les retraités? Alors, dans notre société actuelle, la retraite est un facteur de stress, hein, puisqu'il nous faut travailler pendant 42 ans, faire parfois un travail qu'on n'aime pas, qui est simplement alimentaire pour payer son crédit et payer sa retraite, et surtout qu'il est stupide de se dire que des gens ont 65 ans et certains s'emmerdent en faisant la retraite, alors qu'évidemment, tout ça saute dans un modèle sans argent, puisque les gens pourront continuer à contribuer, à recruter d'autres gens. Les gens qui ont de l'expérience pourront continuer à participer au collectif s'ils le souhaitent. Donc, une fois de plus, on se rend compte qu'un modèle sans argent, à travers les exemples que je donne, participe vraiment à une liberté, à un échange, et on n'est plus en quelque sorte l'esclave du modèle monétaire, sachant une fois de plus que quand on sait que l'argent est créé par des organismes privés d'une manière superficielle. Hein, donc c'est vraiment une autre vision, un autre paradigme de la réalité que je vous invite à découvrir. Et à côté de ça, il y a le scandale des maisons de retraite qui sont extrêmement chères, entre 2 000 et 3 000 € par mois, qui peuvent être difficiles pour les enfants de payer si leurs parents ont une petite retraite. Donc évidemment, toutes ces sources de soucis, de stress, sautent dans un modèle sans argent. Alors la grande question, comment y parvenir? Comment conçois-tu la transition d'un monde marchand vers une société amonétaire? Alors vaste question que comment passer d'un monde ultra-capitaliste comme il est actuellement, il n'a jamais été autant capitaliste qu'actuel. On voit les jeunes aujourd'hui qui sont fascinés par l'argent, l'argent est devenu roi. L'argent Beaucoup de gens se prostituent d'une manière ou d'une autre pour de l'argent. Il nous faut survivre, d'autant plus qu'on a de plus en plus de besoins virtuels, hein, et qui sont des besoins nouveaux, et on a besoin d'argent pour ça, hein. De plus en plus de jeunes aussi sont fascinés par les crypto-monnaies, hein, on voit, par Elon Musk, hein, par tous ces milliardaires qui gagnent énormément d'argent. Donc on est très très loin de la réalité simplement de l'idée d'un monde sans argent. Quelles peuvent être ces transitions possibles? Eh bien, il y en a plusieurs qui sont possibles. On a celles qui sont fantastiques, hein, et celles qui sont plus ou moins réalistes. Alors, celles qui sont les plus fantastiques, on peut imaginer, par exemple, un cataclysme, malheureusement, et les survivants, hein, une météorite, un astéroïde touche la Terre, un basculement des pôles, les survivants s'organisent en vivant sans argent. Je ne souhaite pas ce passage-là, personnellement, et il est franchement pas dit que les survivants deviennent au contraire plus animaux qu'autre chose et que la réalité devienne une forme de Mad Max, en quelque sorte, où les gens se tuent les uns les autres pour acquérir ce qu'ils ont besoin. Une autre possibilité de transition complètement fantastique et rigolote en quelque sorte, ce serait d'imaginer en science-fiction que des extraterrestres, un vaisseau extraterrestre arrive, se rapproche et qu'ils nous disent, écoutez, les petits cons, on peut vivre, vous êtes en train de saccager la planète, il est possible de vivre différemment,
en vivant dans un monde sans argent et qu'enfin les gouvernements mondiaux se disent OK, on passe à un mode sans argent. Ça pourrait être un roman ou un film vraiment intéressant. Maintenant, évidemment, on est dans une transition fantastique qui est pas loin d'arriver. Une autre forme, par contre, très optimiste, ce serait de voir une transition avec un nouveau Messie, hein, sachant que toutes les religions au monde attendent le retour de l'élu, un petit peu comme un Néo de Matrix, hein, qui viendrait sur Terre et qui expliquerait, à travers des miracles, hein, pourquoi pas, qu'un monde sans argent, d'abondance pour tous, soit possible. Donc, cette forme de transition, personnellement, moi, j'adorerais qu'elle ait lieu, hein, qu'un être exceptionnel serve de modèle actuel, mais évidemment, on n'est pas prêt que ça se passe, mais on peut toujours prier pour ça. D'autres formes plus réalistes, là, c'est un effondrement économique. Donc, un tiers des personnes qui envisagent qui réfléchissent à l'idée d'une transition voient un effondrement économique. Le système part en plein chaos. Il n'y a plus d'argent. Les banques ferment. Il n'y a plus d'argent de retrait. Et à partir de là, il n'y a plus d'argent. Ça crée un chaos social. Et les gens n'ont pas d'autre choix que de s'organiser différemment pour manger, se loger. Et on passe à un modèle de société sans argent. Là encore, c'est une version assez chaotique, hein, qui est très pessimiste, hein, d'une manière. Et puis quand on sait que les financiers actuels en fait créent de l'argent à partir de rien, je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas à créer de l'argent à partir de rien, tel qu'ils le font encore maintenant. Alors ensuite, les deux formes de transition qui sont les plus réalistes, les plus positives et que j'envisage personnellement, c'est un, la création de villes sans argent, hein, qui servent de modèle et dans lesquelles des gens vont vouloir vivre quelques semaines par an et ensuite toute leur vie. Et ces villes sans argent vont ensuite s'organiser en fédération et ensuite l'ensemble de la société va passer dans une société sans argent. Et l'autre système possible, c'est par la voie politique. Un mouvement national et international se crée, grandit et on passe à une société sans argent. Alors, les difficultés de ces deux modèles, c'est pour des villes sans argent, qu'il faut de l'argent pour les construire, ces villes, pour qu'elles s'organisent, ces villes. Et comment on trouve l'argent? Hein, il faut du sable, il faut du bois. On est quand même dans une société avec argent. Alors peut-être que des hectares, des milliers d'hectares de terrain peuvent être prêtés ou donnés par d'autres personnes, mais à partir du moment même où on a les terrains, on est comme dans une politique où il nous faut des permis de construire pour chaque bien. Donc on se voit qu'il y a déjà une volonté politique qui peut être difficile. Et puis surtout, comment s'organise l'achat des matériaux de construction, des biens. Donc les gens qui participeront à l'éclosion, à la construction de ces villes pourront le faire sans argent. Maintenant, est-ce qu'il est possible de le faire par l'État, que des gens travaillent gratuitement? L'État peut essayer de s'opposer à ça. Et puis surtout, les biens, hein, pour la fabrication, pour vivre d'une manière moderne, hein. Il est hors de question de vivre que ces villes sans argent soient archaïques, évidemment, hein. Elles sont ultra modernes pour que les gens soient bien. La construction d'écoles, d'hôpitaux, plus ou moins de tailles différentes en fonction de la construction de ces villes. Donc, il faut de l'argent pour construire ces villes. Et où on trouve l'argent? Donc, moi, à cette question, j'avais vraiment réfléchi à ça pendant une dizaine d'années. Et la réponse que j'ai eue à ça, c'est que un collectif de milliers de personnes s'organise et crée des business en quelque sorte. Moi, j'avais pensé à l'idée de magasins biologiques, hein, de magasins biologiques, et l'ensemble, avec un petit capital, et 100% des bénéfices de ces business, de magasins par exemple, aillent à la construction de ces villes sans argent. Voilà. Donc, on crée des business qui crée déjà de l'emploi pour les gens qui participent, déjà qui peuvent rechercher du travail. Et ensuite, l'entièreté des bénéfices de ces business, quels qu'ils soient, sont consacrés à ces villes sans argent. Donc maintenant, il faut évidemment avoir l'envie de se lancer dans ce projet, être réuni, rejoint par des gens qui ont l'envie de constituer un petit capital de peut-être 300 000 € ou 400 000 € pour créer un premier magasin, par exemple, biologique,
qui en commence à en créer de l'argent. Et à partir de là, à partir du moment où on a construit un premier magasin, bah, c'est que du copier-coller. Il suffit d'en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ceux qui ont prêté un capital au début bah, se voient rembourser de ce qu'ils ont prêté au début. Et donc, ces business vont permettre de financer ces villes sans argent. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que la plupart des gens qui pensent à un monde sans argent, ils ne veulent pas entendre parler d'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Ils n'ont pas non plus l'idée du business. Et ils n'ont pas vraiment l'idée de simplement, ils n'ont pas de notion d'argent en termes de business. Et donc, on est très, très loin de pouvoir financer ces villes sans argent. Simplement pour l'histoire, il faut savoir que deux très grands précurseurs postmonétaires étaient Godin, hein, qui avait au 19e siècle créé le poêle Godin. C'était un industriel qui était pour un monde sans argent et qui avait créé les familistères. Donc là, on a un industriel qui était pour un monde sans argent et qui a consacré son industrie pour notamment la construction de villes sans argent aux États-Unis au 19e siècle. Et on a aussi, évidemment, en Angleterre, le député et industriel Robert Owen, et qui était aussi pour un monde sans argent et qui avait aussi créé des business, en quelque sorte, qui leur permettaient d'engranger de l'argent, sachant que l'entièreté de ces profits engrangés allait aller vers ces modes sans argent. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est une manière possible de vivre une transition, de créer des modèles dans lesquels les gens vivent. On peut partir peut-être sur 1000 personnes ou 2000 personnes, 5000, ensuite des fédérations, des gens qui vont se lancer dans la production alimentaire, qui échangent entre eux. Et de plus en plus de gens voudront venir pendant les vacances, s'y intéresser, comment on vit là-bas, se verront un logement, se verront, leurs enfants pourront aller à l'école, apprendre tout un tas de choses. Et je pense que ces villes sans argent vont commencer à se développer de plus en plus dans le monde. Et là, on pourra passer à un modèle sans argent. Sinon, le deuxième moyen de vivre, c'est évidemment par la politique. Donc là, on n'a pas besoin de financement, on n'a pas besoin de créer des business ou de trouver un moyen de financer ces villes. On s'organise politiquement au niveau national et au niveau international. Donc là, ça demande aussi une volonté de le faire, des gens qui se mobilisent pour ça. Maintenant, la grande difficulté, là, c'est que le pouvoir va évidemment tout faire pour étouffer ce mouvement politique. On a vu ce qui s'est passé d'une manière pratique avec les Gilets jaunes, qui était un énorme élan populaire, hein, qui pendant 2 ans, on a vu, ils se sont fait taper dessus, tabasser par des CRS qui n'ont pas le choix, qui suivent les ordres, hein, les militaires, les CRS, les policiers. C'est des gens qui sont soumis par l'argent, hein. S'ils répondent pas aux ordres, ils peuvent le faire, mais ils démissionnent. Ils se retrouvent sans argent, à devoir trouver du travail, à devoir payer la pension. Donc on se rend compte que l'argent nous rend esclaves, hein, et que le pouvoir s'opposera politiquement en utilisant 1000 outils, hein, que je connais très très bien, hein, en étudiant la politique et notamment les coulisses de la politique, hein. Derrière les personnes politiques, il y a évidemment au-dessus les lobbies de la mafia, hein, les lobbies aussi maçonniques, hein, et surtout la police politique tenue par les services secrets français, qui sont eux-mêmes les vassaux des services secrets américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en fait eux qui décident et qui mettent des acteurs, hein, parce que les grands hommes politiques sont simplement des acteurs qui répètent des textes. Donc tout ça est tenu par des mercenaires, par des mafias, et que le monde politique est verrouillé d'une certaine manière. Mais un grand mouvement politique, année après année, sera forcément infiltré. Il y aura tout un tas de mensonges, sera forcément étouffé, mais c'est une transition possible, hein. Donc personnellement, moi, je vois les transitions possibles à travers un mouvement politique qui va en grandissant, qui soit mature et qui réunisse de plus en plus de gens aussi au niveau international, un grand mouvement post-monétaire coopératif, hein, collaboratif, participatif, hein. Je pense que c'est le possible pour moi en premier lieu, sinon l'éclosion de villes sans argent qui servent de modèle à une transition.
Peux-tu nous présenter ton roman La dernière conquête, prémisse d'un monde sans argent, qui est sorti aux éditions Lanor? Mon roman La dernière conquête combine justement toutes ces formes de transition possibles. Mon héros, Yaochi, vient du futur en compagnie de 12 autres âmes. Il s'incarne dans les familles les plus riches de la Terre pour qu'une fois qu'il soit adulte, il crée un mouvement international qui a pour but de contrer un culte sataniste qui projette de déclencher une troisième guerre mondiale qui a pour but de réduire la population humaine. Donc lui vient donc du futur pour empêcher cette troisième guerre mondiale qui serait un cataclysme. Mais lui, Yaochi, va dépasser sa mission puisqu'il va effectivement devenir président de son pays, la Chine, mais lui, il souhaite créer un monde sans argent. Et donc, une fois qu'il est président, on va voir à travers le roman toute son évolution depuis son enfance. Une fois qu'il devient adulte, il devient un animateur de télévision célèbre, il devient donc très très populaire. Ensuite, il va devenir ministre de la jeunesse, de l'éducation, du travail, puis président. Et une fois qu'il est président, il va créer 12 villes sans argent. Et donc, la Chine, son pays, va plus tard devenir un monde sans argent. Il va contrer le culte. Et une fois que ce culte sataniste est en prison, il n'y a plus d'opposition mondiale à créer un monde meilleur, en quelque sorte. L'ensemble des loges maçonniques, des lobbies de guerre s'effondrent et les autres pays du monde acceptent et passent aussi à un monde sans argent. Et donc, je décris ensuite la réalité du monde sans argent à la fin du livre. Quel est le style de ce roman? Thriller, espionnage, aventure dans la seconde partie. Et enfin, la troisième partie, on va aller vers l'organisation d'un monde sans argent. Il y a une dimension fraternelle et spirituelle aussi à la fin du livre. L'originalité aussi du roman, c'est qu'il est constitué de 14 chapitres qui sont en fait des extraits d'autres livres. C'est-à-dire que le roman n'est pas construit comme une trame où j'écris à la première ou à la troisième personne. Le roman est une anthologie, c'est-à-dire qu'on va découvrir la destinée d'Hiroshi et comment il est devenu président. Il a permis la construction de ses premières villes sans argent à travers le regard de personnes qui l'ont connu tout au long de sa vie. Donc je vous laisse vraiment découvrir le roman qui est sorti aux éditions Laneur. Donc c'est une première puisque La dernière conquête, prémisse d'un monde sans argent, est le premier roman français post-monétaire à être édité à compte d'éditeur aux éditions Fernand Lanor. Je remercie d'ailleurs Fernand Lanor puisque au moment de la signature du contrat, ils ont accepté que le livre que je garde mes droits sur le livre dans sa version PDF. Donc, si vous souhaitez lire le livre dans sa version PDF, ben, je vous laisserai euh, l'adresse de mon site en lien avec cette vidéo. Hein. Vous pourrez télécharger le roman gratuitement. Hein. Je suis en cohérence avec l'idée d'un monde sans argent. Maintenant, pour les personnes qui veulent lire la version papier du livre, eh ben, vous pourrez le commander partout, à la FNAC, ou grâce à mon éditeur, dans toutes les librairies françaises. Il vous suffit de le commander si vous voulez. Voilà donc pour cette auto-interview. Si vous souhaitez vous-même partager vos idées au sujet d'un monde sans argent, merci de me contacter. Je vais laisser mon email dans les commentaires. Bonne journée. Imagine qu'il n'y ait plus de frontières. Ce n'est pas difficile à faire. Plus de raisons de mener des guerres et plus de religion. Imagine tous les gens vivant en paix. Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et le monde ne fera qu'un. Imagine qu'il n'y ait pas de possession. Je me demande si tu le peux. Plus d'égoïsme et de misère, une grande fraternité humaine. Imagine tous les peuples partageant le monde entier. Imagine, imagine.